Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Droit et justice, économie, santé et bien-être, sport, société. Peut-être commencer par définir ce que c'est qu'une société apprenante. Une société apprenante, c'est l'idée d'une société dans laquelle quand quelqu'un apprend quelque chose, quelqu'un d'autre peut apprendre la même chose plus facilement parce qu'on est invité à documenter et partager ses apprentissages. Et donc, par certains côtés, on peut dire que toutes les sociétés humaines et même certaines sociétés animales sont apprenantes parce que les apprentissages soient partagés, c'est quelque chose qu'on fait assez spontanément autour du feu depuis probablement très longtemps. Mais en même temps, la société, c'est pas organisée pour maximiser les flux d'apprentissage, ni des individus, ni même des collectifs. Et à l'heure du numérique, on peut apprendre très différemment, puisqu'on peut apprendre par le numérique, documenter ses apprentissages par le numérique et les partager par le numérique. Et donc, on peut atteindre, au lieu de partager uniquement au coin du feu, on peut partager à des échelles sans précédent. Et donc ça, c'est une mutation profonde. À partir du moment où ça, c'est possible, on voit bien que une bonne partie des barrières institutionnelles aux apprentissages, du genre ne copie pas pour un élève, du genre on ne parle pas avec le bureau d'à côté dans une entreprise, du genre on ne parle pas avec une autre organisation humaine facilement, toutes ces barrières peuvent tomber si tant est qu'on souhaite les faire tomber. Alors après, on peut se dire, mais celles-ci, elles sont indispensables pour, je sais pas, le secret industriel ou le secret des familles, peut-être qu'on ne va pas tout partager. Mais il y a des éléments qu'on peut vouloir partager parce que si on partage la connaissance, on sort enrichi. On bénéficie tous parce que si je vous donne une connaissance, je la garde et donc maintenant il y a 2 fois plus de connaissances. Si vous m'en donnez une, vous la gardez et donc on peut, dans une société apprenante, personne ne sait tout, mais tout le monde sait quelque chose et donc on a tous à gagner à échanger les uns avec les autres, a fortiori quand on est confronté à des problèmes nouveaux. Parce que l'une des révolutions numériques, c'est que les machines aussi ont commencé à apprendre. À partir du moment où les machines apprennent, il va peut-être falloir qu'on apprenne différemment. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai été sélectionné sur ma capacité à mémoriser et à calculer dans le système scolaire. Et donc, mémoriser et calculer, c'est des choses qu'évidemment les machines font mieux que nous. Donc, si la seule chose sur laquelle vous êtes sélectionné, c'est sur des choses que les machines font mieux que vous risquez un jour ou l'autre de vous faire remplacer par une machine. Donc, il y a aujourd'hui des robots qui sont capables de passer les concours des universités les plus prestigieuses dans le monde. Donc, à partir de là, il va peut-être falloir qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on veut apprendre en tant qu'humain. Peut-être qu'on veut apprendre des choses sur les machines, comment elles marchent, mais probablement pas que ça. Et donc, qu'est-ce qu'être humain à l'heure où les machines apprennent? Qu'est-ce qu'il faut apprendre en tant qu'être humain pour développer notre humanité? Ça, c'est des questions qui sont à la fois très personnelles, très philosophiques, très éthiques et qui peuvent amener à des transformations sociales assez importantes parce que, effectivement, le système dominant à la fois au niveau scolaire, universitaire et en grande partie dans le monde entreprise est basé sur une sélection où on a tous été sélectionnés ou contre-sélectionnés, suivant les cas, sur ces critères de mémorisation des solutions d'hier. Or, les solutions d'hier, elles sont dans les machines, donc ce qui compte, c'est de créer de nouvelles solutions. Et donc, il va falloir se mettre à apprendre très différemment, il va falloir être capable de, pas forcément répondre aux questions, mais de questionner l'existant pour inventer de nouvelles choses. Inventer des nouvelles manières d'être, des nouvelles manières de vivre ensemble, des nouvelles manières de relever les défis de la planète, des nouvelles manières de cohabiter avec des intelligences artificielles, plus des humains qui migrent toujours plus. Donc il va falloir inventer des nouvelles manières de faire, mais je pense qu'il y a toujours eu ce dilemme entre exploration et exploitation dans la nature humaine, et que, on dit même errare humanum est, c'est une des choses que j'ai mémorisées en latin, c'est donc que l'erreur est humaine, mais aussi l'errance est humaine. Et cette capacité à errer, à faire des erreurs, à apprendre de nos erreurs, à explorer, elle est profondément humaine. Et d'ailleurs, les chercheurs sont des explorateurs. On est là pour explorer les frontières de l'inconnu. Mais en même temps, on a tendance parfois à exploiter une frontière particulière parce qu'on a tout un tas d'incitations financières et professionnelles à creuser toujours plus profond dans le même sillon, et donc même un chercheur finit par exploiter son domaine d'exploration, si je puis dire. Mais je pense qu'aujourd'hui, il va falloir explorer de nouvelles manières d'explorer, individuellement et collectivement, et il va falloir apprendre à développer ses talents
dès le plus jeune âge, et ça tombe bien parce que il a été montré à Berkeley par Alison Gopnik qu'on est tous nés chercheurs, et donc on est tous capables de questionner le monde, d'expérimenter, de faire des erreurs, d'apprendre de ses erreurs, de faire des hypothèses, les corriger en fonction des résultats qu'on obtient, et d'avancer et de partager ce qu'on a fait. Donc tout ça c'est très inné. Donc on est tous nés chercheurs, et donc on peut tous contribuer à une société apprenante par notre questionnement, par nos apprentissages, par nos innovations, par nos explorations, par nos erreurs. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs, parce que si vous faites quelque chose de nouveau, il est probable que vous fassiez un certain nombre d'erreurs, mais ce qui compte, c'est d'apprendre de ces erreurs. Donc on voit bien qu'il y a des conséquences qui sont assez profondes dans notre relation au savoir, dans notre relation au sachant, dans notre relation à nous-mêmes et à notre questionnement. Est-ce qu'il est bien de se questionner? Parce qu'on nous a appris quand on était petit que la curiosité était un vilain défaut. Est-ce qu'on va changer ce genre d'adage? Est-ce qu'on va dire la curiosité, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux? On sait par exemple que le pic de questionnement est à l'âge de 4 ans. Est-ce qu'on est capable de nourrir ce questionnement? Est-ce qu'on est capable de passer d'un questionnement enfantin à un questionnement scientifique? Je pense que c'est possible, et d'ailleurs on l'a fait dans ce programme qu'on appelle les Saventuriers, dans lequel on invite des enfants à passer de ce questionnement inné qu'ils peuvent avoir à un questionnement qui se nourrit de méthodologies scientifiques, et je dis méthodologie au pluriel, parce que différentes sciences ont différents types de méthodologies, et les enfants peuvent, à l'aide de mentors bienveillants, apprendre que quand on fait de la recherche en histoire, c'est pas la même chose que quand on fait de la recherche en astrophysique ou quand on fait de la recherche sur le vivant, et que à chaque fois il y a des méthodologies particulières, même si le questionnement et le partage sont deux dimensions essentielles à la fois à la société apprenante et à la possibilité d'explorer les frontières avec, encore une fois, des méthodologies différentes, parce qu'on sait depuis le Moyen-Âge que pour voir loin, il faut gravir des épaules de géants. Donc il faut que les enfants puissent gravir ces épaules de géants, mais plutôt de leur redemander de commencer à ingurgiter, il y a 1 million de fois plus de publications scientifiques qu'il y a 300 ans. Donc on ne peut pas ingurgiter toutes les publications scientifiques, c'est juste impossible. Donc on ne peut pas leur imposer de connaître tout ce qui est déjà connu avant de commencer à explorer. Donc il faut les inviter le plus vite possible aux frontières de la connaissance pour qu'ils puissent questionner et apprendre par eux-mêmes, et en bénéficiant d'un collectif apprenant qui va explorer ensemble autre chose. Mais c'est vrai que pour le coup, vous passez d'un modèle très hiérarchique, très passe ton bac d'abord, cette question n'est pas au programme, à un modèle, tiens, cette question est intéressante, on va t'aider à la creuser, on va t'aider à apprendre, à trouver des réponses, pas à trouver la réponse, parce que la notion même de la réponse n'est pas exactement comme ça que la science fonctionne. Mais donc voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut pouvoir transmettre aux jeunes générations.